Apéro spécial Kings. Les Sacramento Kings, les Kangs. Ouais, bah voilà, c'est pas... Voilà, j'ai mis un suite de Noël avec un Père Noël, mais alors on n'est pas en mode cadeau là. On n'est pas en mode esprit de Noël. Hein, on est d'accord ou pas? Si votre équipe aime shooter à 3 points, face aux Kings, c'est Noël tous les soirs. Sinon, malheureusement... Si votre équipe aime attaquer le cercle, hein, c'est Noël tous les soirs aussi. Hein, Non? Il y a plein de choses. Ah, ouais. Plein de choses dont on va devoir parler sur nos amis les Kings. C'est très très compliqué, donc on s'installe. Ça et la Kings Nation est en PLS et se dit yes, enfin un apéro pour changer la donne, ou pas, ou peut-être pour nous enfoncer dans notre terrible désillusion de ce début de saison. Mesdames et messieurs, on s'installe tranquillou. Comme vous l'avez vu, Alex porte le GOAT des pulls, puisque vous pouvez le récupérer sur le shop de Trash Talk. Dunking Santa. Exactement, qui se vend lui-même à une allure de best-seller. Prends ça dans ta gueule, Carhartt. Désolé, on s'est occupé de monopoliser bien évidemment les achats de Noël. N'hésitez pas à vous le prendre et cœur sur celles et ceux qui l'ont pris. On va faire un apéro spécial Kings. Car, vous l'avez vu récemment, hein, évidemment, avec les apéros du mardi ou du mercredi, eh bien on s'occupe de quelques franchises pour voir ce que ça donne. Les Lakers très contents qu'ils soient passés sur l'apéro. Ça s'est bien passé pour eux là, nickel. LeBron il a bien kiffé là. Par contre, les Rockets, il n'y a pas de problème. Les Rockets, c'est le cœur s'il le regarde droit dans les yeux, faut voilà. Shai, Jalen, boum, ça dégage. Papa dans maman. Alors c'est qui a le meilleur projet alors du coup? Je sais pas compris, j'ai pas suivi. Qui a le meilleur encore? Ouais. Et on y va. Non, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on doit s'occuper de nos amis les Kings, Alex, car au moment où nous parlons, nous sommes sur une magnifique série de 6 défaites sur les 7 derniers matchs, de 9 victoires pour 12 défaites, d'une ambiance qui nous rappelle les plus belles années des Sacramento Kings. 12e à l'ouest, 6 défaites effectivement d'affilée, seulement 3 victoires sur les 10 derniers matchs, et puis... Ouais, c'est la déception. C'est un peu la douche froide. C'est la... Ouais. Déception. J'ai eu du mal à trouver des ratings où je me dis ah, ça c'est peut-être un petit espoir pour s'y accrocher. J'ai eu du mal à en trouver. Moi j'en ai un ou deux. Il y en a un ou deux. Mais franchement, pas si simple. Ah non mais attends, qu'on soit clair. Beaucoup de signaux sont pas du tout violets. Hein. C'est rouge vif l'affaire, c'est rouge vif. C'est très chaud. C'est rouge vif parce que bon, les ratings globaux, bon, t'as le 10e rating offensif, t'as le 17e rating défensif, t'as la 16e pace, donc ça c'est un truc que je valide pas au niveau des Kings, mais effectivement Sabonis et DeRozan aimant beaucoup jouer sur demi-terrain en attaque, bon bah du coup t'as une pace un peu middle, un peu average, qui à mon avis ne sert pas ton jeu offensif. Et le playmaker le plus rapide de sa génération. Ouais, et même Malik Monk ou même Keegan Murray, on va parler du début de saison de Keegan Murray. Je pense que de temps en temps, il aimerait bien que ça joue un peu plus vite, lui, non? Je sais pas, je peux me tromper. Mais pas que ça. Pas que ça, mais voilà. Et donc, ouais, difficile de trouver des ratings positifs. Je laisserai Bastien tabasser les ratings. Là, j'ai vu que tu avais fait un tweet où il y avait plein de ratings et tout. Il y a pas mal de choses intéressantes. Et puis, bah, tout ça mis bout à bout, on voit bien que c'est... Ils arrivent pas, il y a un équilibre à trouver. Le Fox, DeMar DeRozan, Sabonis... La première impression là sur 9, 12, 21 matchs, donc vraiment un quart de saison, ça fait quand même pas rêver. Hein. Il y a quand même de... C'est mid. C'est mid slash inquiet. Hein. C'est pas mid slash yes ça va le faire, tu vois. C'est pas un mid Pistons Brooklyn quoi. Non, c'est pas les Bulls. C'est un mid... Comment? C'est pas les Bulls. Il y en a qui ont dit que les Kings c'est les Bulls East, mais franchement... Quoi franchement? Oui ou non, j'ai pas compris. C'est pas les mêmes investissements, c'est pas les mêmes choses dont on parlait dans les 30 prévus en 30 jours, c'est pas la même quoi. Non. C'est pas la même. Non, je suis d'accord. C'est très compliqué le début de saison des Kings, donc on rentre en détail dedans. Malheureusement, si on le fait aussi sur ce timing et à ce moment précis, on en avait déjà parlé, hein, Alex, de faire un apéro sur les Kings, on y réfléchissait depuis quelques temps, mais là, tu peux pas avoir meilleur timing parce que tu as eu des défaites. Bon, ça arrive. 6 défaites sur les 7 derniers matchs, ça commence à devenir un peu inquiétant. Et puis il faut voir les adversaires, parce que pardon... Et la manière. Il y a la manière, et déjà à la base, avant la manière, tu as l'adversaire. Les Hawks. Les Hawks sont sur courant alternatif, peuvent te sortir des très bons matchs, peuvent te sortir des matchs bien pourraves. Mais c'est une équipe que les Kings, vu les ambitions qu'ils ont à la base, doivent les battre.
Oui, mais apparemment, il y avait faute sur De'Aaron Fox pour finir. Les Nets, ça se bat bien et tout. Les Kings doivent les battre. Oui, mais l'arbitre. Les Blazers, non, c'est l'arbitre, les Blazers. C'est l'arbitre, c'est les Blazers. Les Blazers, là. C'est l'arbitre. Mike Brown, il s'est plaint de l'arbitrage. C'est pas là où Mike Brown, il se fait pas éjecter alors qu'il a failli faire un... il a pris 35 000 $. Il a failli faire une corde à linge, oui, mais il a failli faire une corde à linge à l'arbitre et il n'a pas été éjecté. C'est déjà beau, il a eu qu'une amende. Un timing parfait d'ailleurs. Oui, parfait, nickel. Donc les Blazers, les Blazers, oui, il y a du progrès dans le jeu des Blazers, on en fera peut-être un apéro, il y a des choses pas inintéressantes à dire, il y a un petit travail, un petit truc qui se met en place, ok, mais tu dois les battre quand t'es les Kings. Et pardon, même si Wembanyama est en feu, tu dois fumer les Spurs. Si. Ça va vous expliquer que le favori a gagné. C'est que les Spurs sont contenders. Par contre, avec Léon, on essaie de lui dire faut faire un apéro sur les Spurs, mais c'est ridicule. Non. Ils freinent. Voilà. Vous me remercierez plus tard, mes amis fans des Spurs. Non, mais tout va bien. Excuse-moi, j'ai le classement sous les yeux. T'es en 11-9, t'es positif là au moment où on fait cette vidéo. T'es 10ème. Qu'est-ce qu'il y a à dire? T'es à une win du top 6. Moi, je dis c'est un apéro normalement, ça. Vas-y, semaine prochaine, on fait un apéro sur les Spurs. Allez, vas-y, c'est bon. Vas-y, ok. Ça marche. Nickel. Non, mais en vrai, oui, comme tu l'as bien dit, il y a les adversaires et il y a la manière. Parce que les Kings, donc déjà, n'ont pas eu un calendrier extraordinaire. Et quand bien même tu parles de ces défaites-là... Tu veux dire pas extraordinaire dans le sens pas si dur. Pas si dur, tout à fait. Non, mais parce que voilà... Et quand bien même t'as ce bilan-là qui peut se rattraper parce que t'es au bout de 21 matchs, parlons aussi des exploits qui ont eu lieu précédemment. À Minnesota, là, récemment, qui est donc une victoire qu'ils font au finish. C'est laquelle? C'était à Minnesota... Blablabla. Où est-ce qu'ils sont mes amis les Kings? À Minnesota, 115-104. Ils se font tabasser et il y a un comeback de fou furieux dans le 4e quart-temps. Je crois qu'il n'y avait pas des DeRozan, c'est vraiment Malik Monk et De'Aaron Fox qui mettent la franchise sur leur dos. Donc, avec la pace. Avec la pace notamment. Mais c'était le moment où il fallait appuyer sur la tête des Wolves parce que les Wolves, ils ont failli avoir un apéro. Là, on en parlait ensemble dans le train, on en a dit. Ils s'en sortent bien. Avant ça, tu avais le match à Miami. Miami, c'est pas non plus foudre de guerre sur ce début de saison, où t'es allé gagner au buzzer sur un rebond offensif de Domantas Sabonis, où tu t'en sors assez bien. Il y a trop de choses qui vont pas à Sacramento et qui me rendent ouf. Là, tu l'as dit, c'est la gueule des adversaires, par exemple. Quand même. Vous prenez les adversaires un par un. Donc là, Alex, t'as parlé de Portland, San Antonio, bon, ok, ici, évidemment, Brooklyn, les Clippers, Atlanta. Si aujourd'hui, vous êtes une équipe qui sait à peu près tirer avec 2 pieds derrière la ligne à 3 points, vous allez faire votre soirée de l'année face aux Sacramento Kings. Franchement, que ce soit visuellement et même dans les ratings, je crois qu'il n'y a que les Wizards qui sont pires pour défendre la ligne à 3 points. Ils ont plein de problèmes. Et je préfère commencer tout de suite par la ligne à 3 points. On est en 2024. Il n'y a pas 48 heures sans qu'il y ait un débat sur la ligne à 3 points, savoir s'il y a trop de shoot à 3 points, trop de machin, juste à OTP. Les Kings ne shootent pas assez et ne shootent pas bien à 3 points et laissent leurs adversaires shooter à 3 points et prennent des wide open 3 sur la tête. Les Kings sont 24e en volume de tir à 3 points pris, ils sont 25e ou 26e en pourcentage à 3 points rentrés. Donc déjà ça offensivement c'est pas ouf. Et t'as raison, défensivement ça va pas. Ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs. Moi le premier que je vois qui me choque, c'est que dans le recrutement, on en avait parlé, j'en ai parlé avec certains fans des Kings et tout. Ça manque de taille à leur affaire en défense, ça manque de taille et de protection de cercle, ce qui fait que beaucoup d'équipes, en fait, c'est pas que les Kings défendent, ils défendent mal la ligne à 3 points, parce qu'en fait, ils défendent mal tout court au début, parce qu'ils n'ont pas de vraie capacité défensive forte. Leur premier rideau se fait quand même relativement souvent trouer, même si Keon Ellis ou même Fox essaye de filer un peu de l'effort, mais c'est pas ouf. Les ailes, je sais pas, DeRozan et Keegan Murray, là, c'est quand même très compliqué. Et on a déjà parlé de la qualité défensive en protection de cercle de Sabonis. C'est pas terrible. Donc, tu subis pas mal de drives. C'est une vraie menace. Et dès que tu as une équipe en NBA, et c'est le cas de quasiment toutes les équipes NBA, où tu as des joueurs qui savent drive and kick, tu te retrouves avec des shooters, mais des shooters ouverts de chez ouverts. Il y a sur toutes les équipes dont on a parlé là qui ont... Parce que tu doubles, tu triples. Enfin, bien sûr. Toutes les équipes dont on a parlé là qui ont gagné, et même on peut revenir avant, hein, les équipes qui ont battu les Kings, etc. C'est soirée record. C'est soirée la fête à neuneux à 3 points. Tout le monde fait son carrière high à 3 points sur les Kings. Et c'est pas... Tu sais, parfois, il y a des équipes, elles se prennent des foudres à 3 points. Bon, t'étais au mauvais endroit au mauvais moment, il y a une équipe qui était en feu, etc. Et j'ai vu des mecs, ils ont genre 2 mètres avant qu'il y ait un prochain défenseur sur eux pour shooter. Hein. Je sais, on a eu des débats sur Devin Vassell. Devin Vassell, il a pioncé contre Sacramento. Il y avait des situations où il pouvait shooter à 3 points, il n'y avait pas un gars qui était sur lui.
Et donc, oui, tu fais bien de le dire, c'est un problème de défense globale qui fait que tu peux pas faire confiance à ta ligne extérieure. Moi, limite, je suis encore plus foudroyé par la ligne extérieure que par la ligne intérieure parce que, bon an, mal an, Sabonis, il essaye, il y a un peu d'intensité, alors que sur la ligne extérieure... Non, mais tout est lié. Je comprends rien. Quand tu bouffes autant de 3 points, c'est que ça marche ni à l'intérieur ni à l'extérieur. C'est les deux qui sont liés. Les deux sont tout à fait liés. S'ils verrouillaient mieux leur cercle, les mecs seraient automatiquement un petit peu moins ouverts à 3 points. Mais, je veux dire, on en a vu des très grosses défenses se bâtir sur... Vous ne rentrerez pas dans notre raquette, vous n'irez pas vraiment au cercle. Ce sont des défenses qui encaissent un peu de 3 points. On pense par exemple aux Bucks de la grande époque. Tu sais, les Bucks de la grande époque avec Brook Lopez, Giannis en safety, machin et tout. Ils prenaient un peu de 3 points, mais en gros, c'était un choix tactique. Ouais, tout à fait. Y a pas de... Cleveland. On a vu Cleveland, là, très récemment, jouer Boston. Ils n'ont pas laissé la ligne à 3 points ouverte. C'est parce que je dis, mais... Tu vois bien qu'il y avait un choix de d'abord le rebond et la raquette. Sûr. Donc les Kings, il n'y a ni l'un ni l'autre. Non, mais tout à fait. Mentons pas vraiment. Enfin, je veux dire, c'est chaud. Bien sûr. Et le souci, c'est que moi, quand je faisais le listing des soucis, je me disais, allez, bon, premièrement, en effet, tu l'as dit, j'ai tweeté récemment dessus sur le fait que la ligne à 3 points en 2024, les Kings, t'as l'impression que c'est une aberration. Entre parenthèses, c'est pas comme s'il y avait un effectif totalement remanié avec, tu vois, parce que parfois il y a des effectifs où il y a eu des gros changements pendant l'été, donc il y a besoin de quelques semaines d'automatisme. Là, il y a des mecs qui se connaissent grave. Ils se connaissent grave. Des mecs qui se connaissent depuis longtemps. Honnêtement. Mais qui ne font pas l'effort. Et puis la profondeur, il y a un petit sujet. Là. Il y a trop de sujets. Il y a un sujet quand même là. Tout à fait. T'es d'accord? Je te propose de faire pyramidal. Parce que sinon on va jamais y arriver. Sinon c'est comme une couronne, tu vois. Hop, comme ça. On peut faire une couronne. Ouais. On va essayer de faire pyramidal. Ouais. Avant de passer au coaching et au management dont on va aussi parler, si tu parles purement du 5 majeur. Le 5 majeur, comme tu l'as dit là en intro, bon, Fox, DeRozan, Sabonis, j'essaie d'utiliser le bon an mal an parce que 3 joueurs à 20 points minimum, hein, parce que Fox est carrément à 27 de moyenne, avec des pourcentages au tir, les 3 tout à fait honnêtes. Bon, à part le pourcentage au tir de DeMar DeRozan à 3 points, mais c'est pas une surprise. C'est pas son truc, et encore que là, ça a un peu baissé, parce qu'au début de saison, c'était limite un des mecs qui a réussi ses 3 points, les quelques qu'il prenait. Parce qu'il a moins de 30%. Il a moins de 30%, mais j'ai envie de te dire, il est dans le range des autres joueurs des Sacramento Kings. C'est ça. Et Sabonis qui lui envoie des gros double-double dans tous les sens, voire de temps en temps des triple-doubles. Enfin, d'un point de vue ligne statistique pure, le trio des Kings, même DeRozan est là. Efficace, tout à fait. Il y a eu des soirées où c'était efficace. Donc à la limite, Fox, DeRozan, Sabonis, on pourra en reparler parce qu'il y a des points de détail importants, mais n'utilisons pas la corde facile. Ah, c'est parce que DeRozan a arrivé à intégration, etc. Tu sais ce que je pense de DeRozan, mais je pense que c'est pas du tout le premier homme à devoir pointer du doigt là sur ce qui se passe à Sacramento sur le début de saison. Par contre, autour, tu l'as bien dit, je ne sais pas ce qui se passe avec Keegan Murray. J'ai quelques pistes, mais les progressions qu'on avait pu voir ne sont pas là et tu as l'impression qu'il est complètement à côté de ses pompes. Donc du coup, tu as des efforts défensifs qui essayent parfois d'être là parce que l'autre il a envoyé sur des missions que les 3 autres qu'on vient de nommer ne prennent pas. Donc quand tu te retrouves sur Trae Young, Kevin Durant... Il se retrouve à défendre des petits arrières tout rapides là. Pardon, Fox et DeRozan, il faut y aller les gars. Va falloir se réveiller. C'est pas Keegan Murray. Keegan Murray c'est un 3-4 quoi. Qui peut rendre des services, mais à ce moment-là, faut pas s'étonner que derrière qu'il soit exténué sur des shoots à 3, on lui demande de tout faire sur le terrain. Et en attaque, je suis d'accord, il y a un côté, il a l'air perdu et tout. Par contre, pour le coup, lui, et là je pense que Mike Brown aussi est responsable de ça, l'arrivée de DeRozan dans l'aile est très intéressante pour la variété que ça peut apporter aux Kings, même si ça manque de 3 points. Mais justement, l'un des gars qui a un vrai shoot à 3 points et tout, il n'est pas assez utilisé, il n'a pas un assez gros volume de tir ouvert. Il pâtit un peu du jeu d'être entre Sabonis et DeRozan. C'est pas bon du tout finalement pour le développement qui gagne Murray, j'ai l'impression. Bien, tout à fait. Après, on s'est posé une question et je vais essayer de me retenir parce que je pense que c'est le point qui me fait le plus péter un câble depuis quelques jours. On avait parlé dans la preview. Moi, c'était mon Gérard d'or. Je voulais Keon Ellis dans le 5 majeur parce que je pensais qu'il pouvait apporter cette défense point of attack. Non, il n'y est plus. Ouais. Il est passé et après, ils ont mis Kevin fucking Huerter qui était de retour. Il y a été au début de saison. Putain, et ils ont mis Kevin Huerter qui ne rentre pas une bille à 3 points et qui fait pas d'effort en défense. Je vais même aller plus loin. Je pense que vraiment, il y a de la nervosité. Il y a plus que du tâtonnement. Il y a de la nervosité dans Mike Brown et son staff. Et chez les joueurs. Et chez les joueurs, mais qui vient, à mon avis, du staff. Pour moi, c'est comme des enfants nerveux. Souvent, c'est que les parents sont nerveux.
c'est la même. Ce sont des éponges, hein. Ce sont des petites choses fragiles. Les Kings sont des petites choses fragiles, comme dirait Shaq. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça se voit, parce que là, on a vu récemment, c'était quoi leur dernier match, là San Antonio, contre vous, là. Putain, Malik Monk, qui met titulaire tout d'un coup, là. Ça, c'est clairement le coach qui panique un peu, qui sait plus quoi faire, qui dit, ah, je vais rajouter du punch. Non! Parce que là, tu dépeuples encore plus ton banc, et là, c'est plus un banc que t'as, il n'y a plus rien, quoi. Le banc est horrible. On va arriver, on va prendre des billets d'avion avec Léonce pour Sacramento, on va être titulaire, titulaire. En sortie de banc. Titulaire du banc. Ouais, voilà. Vous avez les remplaçants. Oh. C'est marrant que tu sortes cette histoire par rapport aux petites choses fragiles, parce que quand je pensais au Kings, je me disais, ça sent le move d'avoir mis Malik Monk. Ça sent la panique. Ça sent la nervosité. Le move de Malik Monk à l'intégration dans le 5 majeur, que je peux comprendre parce que c'est un joueur Kings, il apporte une vitalité, il apporte du punch, etc. C'est un 6e homme. Pour moi, c'était littéralement, c'est marrant que tu me dises l'histoire des petits enfants fragiles, parce que pour moi, c'est littéralement des gens qui veulent sauver leur divorce en faisant des gosses. C'est vraiment genre, bon. On sait pas, c'est parti, on va tenter. Pourquoi tu mets Malik Monk? C'est un des meilleurs 6e hommes de la NBA. Tu as des gars avec des profils spécifiques à mettre dans le 5 comme Kionelis. Pas tellement complémentaire de Fox, moins que les autres. Exactement, dans des séquences particulières comme celle qu'on avait au Minnesota. Mais putain, le 5 majeur déjà n'a pas du tout la même efficacité qu'elle pouvait avoir par le passé, parce que même si t'étais pas très bon défensivement, il y avait une super puissance offensive que tu pouvais avoir et que le 5 majeur de Sacramento n'a pas. Et même quand ils peuvent avoir des gros runs, l'écart est tel avec le banc, mais là, on est en train de se toucher sur Isaac Jones. Trey Lyles est blessé. Malik Monk est revenu parfois parce qu'il était aussi absent, et du coup, il est titulaire. Kionelis, parfois, il a été titu, parfois, il a été remplaçant. Non, mais... On ne sait pas ce qui se passe. C'est nimp. Et en plus, vraiment, moi, quand je regarde les Kings, je sais pas, à travers mon écran, je la sens, la nervosité sur le banc. Et... quand tu regardes, en préparant cette vidéo, je suis allé regarder juste pour être sûr, mais en 2022-23, les Kings sont la darling de la NBA. Rating offensif de fou malade, une attaque en feu et tout. Ça va au premier tour de playoff, ça perd en 7 contre les Warriors d'un Curry qui leur en met 50 sur la bouche. Kumbaya et tout le monde se dit, waouh, incroyable, ils vont pouvoir bâtir là-dessus et tout. La saison dernière, la saison 2023-24, tu gagnes 2 wins de moins en régulière, bon, c'est un petit peu décevant, mais on pouvait s'y attendre, et surtout tu vas même pas en play-off. Et là, ça démarre mal, t'as un bilan négatif, t'as ton staff qui t'attend. C'est quoi la suite? La saison prochaine, il tank avec Sabonis, Fox et DeRozan. Non, mais pardon, mais de toute façon, j'aime pas du tout la courbe. Là, c'est vraiment une courbe dégueulasse. De toute façon, je vais te poser des questions après. T'es pas prêt parce qu'il y a des grosses questions qu'on peut poser derrière. Mais oui, il y a 2 ans, c'est marrant que tu mentionnes ce point, parce qu'un des trucs qui me bluffe le plus avec ces Kings, et bluffé dans le mauvais sens, c'est que les Kings, il y a 2 ans, ils avaient une identité, un ADN. Ils attaquaient. Tu savais ce que Sacramento allait te faire taper, que t'allais te faire agresser pendant tout le match. C'est ça. Et s'ils perdaient 2 ou 3 matchs de suite, le 4e, il n'y avait pas de... Il y avait du rentre-dedans. C'est un groupe qui avait qui avait le vrai souhait collectif de ne pas se faire punk comme ça a été le cas pendant des années à Sacramento. L'année dernière, ils ont déjà commencé à lâcher un peu. Et là, cette année, c'est détente. Il y a des 4e quarts, parce que là, on a parlé du recrutement de DeRozan pour qu'il y ait des bêtes de 4e quart avec De'Aaron Fox. Il y en a eu 1 ou 2, il y a eu aussi des atrocités. Le match face aux Hawks, là, qui est perdu, ils mettent 15 points dans le 4e quart. Face aux Nets, 15 points dans le 4e quart-temps. Et ce qui est chaud, c'est la vitesse à laquelle ça va. J'ai été regarder le 11 novembre sur trashtalk.co, je sais pas si tu connais ce petit site. Il y a Nico Michel qui nous écrivait un petit article. Le titre c'est Mike Brown salue la clutchitude de DeMar DeRozan et De'Aaron Fox. : il facilite le travail de tout le monde. Mais j'ai l'impression que c'était il y a 5 ans. Ouais, et puis en fait j'aurais dû mieux comprendre la déclaration. En fait c'est Mike Brown. J'ai pas de tactique en fin de match, mais je vais la ville à dire. Putain mon gars. Et là, qu'est-ce que je dis, hier sur le Kings Herald, d'accord, là ça parle de, donc c'est sa gueule sur les Kings et tout, ça dit que les Kings ont essayé plein de réponses à leurs problèmes du moment et que c'est le moment de regarder la bigger picture parce que we are all out of ideas. Nous sommes tous sans idée. Bah bien sûr. En 3 semaines. Hein. C'est génial de dire ça. Tu sais que ça, attention, c'est une courbe, c'est une catastrophe ça. Tu dis ça début décembre. C'est pas bon ça, début décembre ça. À l'ouest. Ça normalement c'est... Ouais voilà, exactement. À l'ouest. Alors que t'es déjà 12e.
Non. Moi, ce qui me choque, c'est vraiment l'aspect ADN, parmi tant de choses. Hein. C'est que l'ADN, il y a 2 ans, je le voyais chez les Kings, et je me disais... Les Blazers bientôt, là. Et je me disais, tout à fait, et je me disais, mais ils sont derrière les Pistons. Hein. Oui, mais ils sont pas dans la même conférence, mais oui, c'est bien sûr, je dis, on a fait un apéro, faut que ça fonctionne. Non, ils ont un meilleur bilan que les Pistons. Ah ouais? Non, monsieur, je peux pas vous laisser dire ça. Ils ont même un meilleur bilan que les Bulls. Ils ont un bilan qui leur vaudrait la 8e place à l'Est. Voilà, c'est un autre sujet dont nous avons un petit peu discuté. Mais oui, les Kings seraient au niveau d'Indiana. Oui. Bien Indiana sûr. qui fait un très beau début de saison aussi, qui mériterait, pourquoi pas, qu'on en parle. Les Kings, pour moi, donc comme je disais, là, niveau ADN, j'ai un gros souci parce que je n'arrive pas à retrouver des éléments qui sont il y a 2 ans. Tu vois des équipes NBA qui ont leur propre identité et tu peux t'attendre à un certain registre de jeu ou du moins qu'ils appuient fort sur ce qu'ils sont. C'est ce qui fait l'évolution du Thunder, l'évolution la récente des Rockets ou même du Magic qu'on a eu depuis 1 an et demi. Ouais. Ou le Magic, on s'habitue à dire YOLO, si ça rentre à 3, ça va rentrer, mais tous les soirs, ça joue dur et tu vas te faire défendre ta gueule. C'est le Orlando Magic. Et tu sais que tu vas pas beaucoup scorer et que ça joue physique et que tu as probablement des équilibres et des bleus. Bah, t'oublies. C'est relou. Pareil pour les Rockets, on a dit rebond offensif de Maboul, c'est ce qui s'est passé contre Casey, donc ils ont leur truc. Sacramento, honnêtement, il y a des soirs où la première mi-temps c'est De'Aaron Fox qui est en feu et ensuite, parce qu'il faut pas trop marcher sur les pieds des autres, on oublie tout, pick and roll, DeRozan, Sabonis. Et ensuite, il y avait des shoots qui étaient pour un tel parce qu'il faut pas non plus trop froisser les égos. Il n'y a aucune continuité tactique. Ce n'est pas possible. Non, je suis d'accord. Et donc, si tu n'as pas de continuité là-dedans, ça se sent même dans les rotations, puisque du coup, moi je suis désolé, mais je continuerai à taper du poing sur la table. Keon Ellis, c'est le titulaire de ce groupe. Il n'y a personne qui défend en point of attack dans cette franchise. C'est lui. Après, ça va être qui sinon? Devin Carter, qui va reprendre. Bah là, il envoie Murray, le pauvre. Souvent. C'est vrai. Ça me casse les couilles. Ah bah c'est pas son rôle. Il peut aider en défense. Il peut aider de ouf. Mais en premier défenseur externe, surtout sur des joueurs un peu petits et rapides, c'est abusé. Et puis surtout, c'est des joueurs, c'est pas son gabarit, quoi. Enfin, il y a un moment. À la limite, si tu joues les Bucks, bon, oui, tu dis à Murray, mon poteau, ce soir, tu dois te coltiner Yanis. Ok. Si tu joues même le Heat, allez, mon poteau, ce soir, tu te coltines Butler. Oui. Tu te coltines Tatum. Ok, j'entends, très bien. Mais là, non, là, ça n'allait pas du tout, là. Bien sûr. Ils l'ont trop envoyé sur des mecs petits, rapides, des arrières. Non, j'aime pas du tout. Et c'est trop galère. Et il y a des franchises récemment dont on a parlé où on s'est dit, bon, si ça ne va pas, quelqu'un va fracasser la porte et dire, venez, on en parle. Donc Houston, on sait que en gros que ça va être le cas. On sait que désormais à Boston, Joe Mazzulla, tout le monde l'écoute et sinon c'est Drew Holiday. C'est qui le leader là, qui est capable de faire ça là? Et en termes vocal pur de qui va taper du poing sur la table et dire à Sacramento, j'ai pas l'impression que Fox... Non. Je sais pas si c'est DeRozan qui doit venir et faire ça, mais c'est pas trop son registre. Il vient d'arriver en plus à l'équipe, ça n'a jamais été son registre en plus. Est-ce que c'est à De'Aaron Fox de le faire? C'est Sabonis ou Fox pour moi. Ou à Sabonis, le problème c'est que Sabonis, je sais pas. Non. Putain. Mike Brown. Eh ben non. Bah alors qui? Alex Len. Je sais pas. Trey Lyles. Parce qu'il y a une très belle rotation dans la raquette. Hein. On regarde ça on en avait parlé quand on avait fait la preview. Ça se confirme pendant la saison. La rotation intérieure des Kings, c'est quand même... pardon. Hein. Bah, si vous êtes pivot backup, envoyez votre CV. Et même forward et tout. Non, c'est chaud. Moi qui pensais qu'ils allaient peut-être un peu utiliser Orlando Robinson, je crois qu'il y a eu que quelques matchs et puis c'est tout. Bon, c'est comme ça. Je te pose une question du coup. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu préconises? Pour continuer sur les derniers éléments, comme ça je vais pouvoir y répondre. Mesdames et messieurs, malheureusement, l'extension de Mike Brown, elle n'a pas encore kické. Donc l'histoire de Mike Brown, Fire Mike Brown, les Kings, vous me corrigez les fans de Sacramento, mais j'ai fait un petit peu de recherche dessus, ils ont commencé à arrêter de continuer à payer des salaires pour des coachs qu'ils avaient virés, etc. Donc c'est pas demain que Mike Brown va être viré, je pense. Viré, je pense pas non plus. Donc on peut déjà sortir ça de l'équation. Bah, après on peut pas savoir, avec Vivek, Vivek il peut dire oui bleu et non rouge le lendemain. Hein. Ce qui nous mène du coup à Monty McNair, qui a eu quand même les faveurs de beaucoup de choses et de beaucoup de fans notamment suite à la construction qu'il a faite. Light the Beam, on est monté il y a 2 ans. Ouais. Et où il y a un siège un petit peu chaud, mais on va le voir autour de Monty McNair, parce que là, sur le terrain, ce qui se passe, c'est l'intégralité des décisions récentes. Oui. C'est-à-dire que, oui, en effet, j'en avais discuté avec certains, Harrison Barnes, Kessler Edwards et Sacha Vezenkov ne sont plus dans le groupe, ils sont partis l'été dernier, mais c'était des joueur capable à 3 points. Harrison Barnes demande à San Antonio, il a été élu joueur de la semaine. Et défensivement, Kessler Edwards et Harrison Barnes. Harrison Barnes, c'était tout. C'est deux erreurs. Je sais que Harrison Barnes avait rendu les fans fous au bout d'un moment, mais
c'était du vétéran qui pouvait contribuer, qui shootait à 3, qui pouvait défendre, et qui osait dire aussi aux jeunes, c'est comme ça qu'on gagne. Ouais, qui a gagné d'ailleurs. Qui a gagné. Ce joueur-là n'est plus dans le vestiaire. A-t-il été remplacé ? Bah là, comme ça, on a envie de dire que non. Hein. Après, on n'est pas dans le vestiaire pour le constater, mais là, d'extérieur, profil par profil, non, tout à fait. Kessler Edwards, il y a plein de joueurs, plein de fans qui étaient chauds sur lui. Il n'a pas été spécialement remplacé. T'es un peu impacté par le fait qu'il y a des franchises qui ont des superbes apports de la part de leurs jeunes rookies, donc les Dalton Knecht, Jared McCain, etc. Et Devin Carter, il va reprendre probablement en février, je crois, samedi, hein, sa carrière, et donc son début de NBA, donc tu ne peux pas compter sur ce genre d'apport. Devin Carter, que tu aimais bien, qui est plutôt un joueur capable défensivement et qui peut aussi apporter du punch offensif. Les solutions, ma triste nouvelle, c'est que j'ai l'impression que ça doit se passer obligatoirement là en interne. Ouais. Que c'est pas un players meeting, mais que je pense que c'est un franchise meeting. C'est pas que les joueurs. Tout le monde doit se remettre en question. Là. Ok. Non, tu penses pas ? Si, mais est-ce que ça existe vraiment ce genre de meeting ? Bah c'est pareil, mais c'est juste que les joueurs le font entre eux et que le coach le fait avec le GM. Ok, d'accord. Et... Toi, t'as quoi comme solution ? Alors, attends, déjà j'essaie de comprendre ce que tu proposes. Donc players meeting, pourquoi pas, mais pour qu'il y ait un players meeting, il faut qu'il y ait une grande gueule qui tape un peu du poing sur la table. Ou que les résultats l'imposent. Ou que les résultats l'imposent, ouais, ok. Je veux dire là ensuite, pardon, vas-y. Que Mike Brown discute avec son GM, oui, ça peut me paraître intéressant. En revanche, pour faire quoi derrière ? Parce que quoi, t'es trade ? C'est quoi l'intérêt d'aller discuter si t'es coach avec ton GM, si ce n'est pour lui dire « Mec, trouve-moi des intérieurs !» J'ai Sabonis et puis Keegan Murray, il doit jouer pivot limite des fois, j'exagère, mais tu vois. Intérieur aux joueurs qu'on peut envoyer sur des porteurs de balles et qui vont pouvoir ça, le Monty McNair va lui dire titularise Keon Ellis. Oui. Tu vois, et par contre sur la rotation intérieure, je me vois ce que McNair va dire. Hein. Et ce qu'il lui dit, c'est bon, t'as Alex Len. C'est sûr. Tu vois un peu léger. T'as Alex Len et Trey Lyles, commence pas à me saouler. Non mais c'est sûr. Tu vois, donc là, Mike Brown, il peut potentiellement avoir une discussion avec son GM et lui dire, mec, fais quelque chose. L'inconvénient, c'est qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce que tu as de dispo éventuellement sur le marché des minimum vets des mecs sans contrat. Attention. Et sinon, c'est quoi l'option ? Monter des trades ? Ils viennent de prendre Jay Crowder. Bien. J'aime bien le profil. Et on va voir, en effet. Après, dans quel état il est, Jay Crowder ? Et on va voir dans quel état il est. Pour jouer de manière régulière. Mais typiquement, le genre de joueur qui a déjà participé à des finales NBA et qui a son petit caractère et qui peut que, tu t'en souviens, Phoenix, ça peut être pas mal. À Milwaukee et tout. Non, franchement, il est passé à Miami et tout. Il a joué dans des équipes qui gagnent. Hein. Jay Crowder, on va voir. Je crois que le serpent de mer qui doit être réglé d'ici février, c'est que l'année dernière, on avait des rumeurs sur Davion Mitchell et Kevin Huerter, mais il n'y en a qu'un qui a bougé. Donc je pense que Kevin Huerter, histoires de rapporter à l'intérieur. Ça peut rapporter à l'intérieur, ça peut libérer du temps de jeu pour des garçons qui ont besoin de plus de temps, comme Keon Ellis notamment, comme d'autres. Ça, j'y crois fortement. Ce qui m'emmerde, c'est que même pendant le camp d'entraînement, Anthony Mike Brown nous dit Keon Ellis, c'est notre starter 2, j'étais hyper content, bah ça a duré. Et leur rookie, que j'aimais beaucoup là, Devin Carter, il arrive quand lui ? Je t'ai dit, c'est février. C'est février ? Fin janvier, février, normalement, je crois. J'ai pas fait gaffe. Ok, d'accord. Je crois que les derniers, je vous laisse me corriger, mais je crois que c'est mort. Donc c'est pas une saison pas blanche, mais pas loin. En tout cas, c'est compliqué, et surtout, si on commence à vouloir piocher dans. C'est quand que le rookie démarre. Putain, là, mon gars, c'est. Non, mais c'est par rapport au fait, si tu lâches Huerter, tu as Fox, Keon Ellis, tu as déjà Malik Monk sur le banc, tu as potentiellement ton rookie qui arrive derrière. Je veux dire, ça va. Tu peux tout à fait lâcher Huerter et essayer d'avoir un intérieur à la place, quoi. Tu peux. Please, ne commencez pas à balancer des trades Keegan Murray parce qu'en fait, il a du talent et que c'est pas parce que tu fais un mauvais début de saison que ça va mal se passer. Non. Ce garçon est très fort, il faut le conserver. Oui. Je pense qu'on est d'accord. Il a montré l'année dernière qu'il pouvait apporter beaucoup de choses. Je pense que cette année, il pâtit de la nervosité ambiante, de l'arrivée de DeRozan, d'être coincé entre DeRozan et Sabonis, qui aiment bien leur petit jeu à deux et tout. Franchement, c'est pas le meilleur spot pour se développer pour Keegan Murray. Et là où j'ai une pas très très bonne nouvelle, parce que je suis obligé de mettre le sujet sur la table. Tu sais que parfois j'aime bien poser 2-3 petites allumettes avec la TNT et voir si la ficelle tient. De'Aaron Fox est sous contrat cette saison, la saison suivante. Il n'y a pas d'extension qui a été actée
cet été, notamment pour des histoires qu'il pourrait toucher plus d'argent, soit on prend sa décision l'été prochain, l'été 2025. Est-ce que tu crois que De'Aaron Fox prendrait plein pot chez les Sacramento Kings s'il continue sur cette voie-là? J'en sais rien. Je suis obligé de mettre le sujet sur la table. Tout à fait. De'Aaron Fox, joueur très fort. Très fort. Très fort. En attaque. Oui. Très fort en défense, non. Non. Average en défense, quand il veut, il peut. Il a quand même un physique d'athlète et tout. Pas la passoire. Comment? Pas la passoire. Voilà. Puis ligne de passe aussi, sur les lignes de passe, il peut poser des il a grandi à Sacramento, il peut mieux faire, ça ira. Quoi. Voilà. En revanche, on peut se questionner parfois sur son leadership et sa rigueur, notamment de match en match. Ouais. Donc ce que je veux dire, c'est que De'Aaron Fox, ok, oui, peut-être qu'il ne prolongera pas, peut-être qu'il peut évidemment attirer d'autres franchises et tout, mais c'est aussi une bonne occasion pour lui de se remettre un petit peu en question et de se dire, ok, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que sa ligne de stats pour aider cette équipe à progresser? Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sa ligne de stats, elle est... Il n'y a pas de problème, le mec en 27-5-5 ou 27-6-6 là. Trop fort, il a planté 60 points cette saison en trottinant. C'est un, je répète, c'est un des playmakers. C'est le playmaker le plus rapide de sa. Mais bien sûr, c'est le playmaker le plus rapide de sa génération. Et rien que ça, là, on a dit LeBron plus des snipers, on sait ce que ça donne. Chaque joueur est à un niveau différent, donc je ne mets pas De'Aaron Fox dans la catégorie de LeBron, je vous rassure. Mais on a vu ce que De'Aaron Fox avec des snipers pouvait donner il y a 2 ans quand on lui donnait carte blanche pour accélérer et que ça allait bien. Oui, il y a peut-être un côté chez De'Aaron Fox à ne pas savoir s'il doit prendre ce leadership-là et dire c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'il a remis Werther, sauf que Werther lui met pas dedans les tirs. Mais sinon, c'est ça l'esprit de Werther. Enfin, de mettre Werther titulaire. Dans l'esprit, c'est ça. Dans l'exécution, je trouve qu'on n'y est pas. Ah non, je te confirme. Et donc, je mets pas le sujet de De'Aaron Fox sur la table pour faire flipper les fans des Kings. Je dis juste que quand on aborde les solutions, DeMar DeRozan a été signé, 35 ans, il a 24 millions cette année, 25 millions la suivante, 26, c'est là en 2026-27. Domantas Sabonis, 28 piges, il a 41 millions cette saison, 44 millions la suivante, 47 en 2026-27 et 50 millions en 2027-28. Donc, tu vas pas commencer à vouloir changer tout ça. Je répète, je pense que c'est quelque chose qui doit changer en interne et avec Mike Brown et avec son staff et dans le style de jeu qu'ils doivent mettre en place là sur les prochains jours. Parce que si là, par contre, tu te pointes à la fin d'année avec un bilan qui ne progresse pas. Bon, là, progresse pas, c'est vraiment mal barré. Hein. Tu peux. 48 wins, 46 wins. Il va falloir faire des grosses séries là. Tout à fait. Mais je veux dire par là, c'est pas les Pels. Ils sont à 3 belles victoires d'être à l'équilibre. Ouais. Les Kings. Donc tu peux réveiller ça. T'es pas, tu vois, en mode Sixers ou Pels où là vraiment c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Donc je crois que déjà en interne, il doit y avoir déjà une forme de fierté. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Hein. Dites-moi si vous pensez que c'est les joueurs ou que c'est le coaching staff. Tu me diras quelle est ta préférence, Alex. Mais je pense que déjà, il doit y avoir une fierté à ne pas encaisser 150 tirs à 3 points par soir. Ça, c'est une question de fierté et aussi de... Est-ce que tous les joueurs sont alignés sur les couvertures défensives? Oui. Parce qu'il y a des soirs où j'ai halluciné, hein. T'es en sortie de temps mort et les mecs se mélangent les pattes pour savoir si tu switches ou si tu switches pas. Ça tâtonne de fou. Tactiquement, le coaching staff vraiment tâtonne et je reprends. Et ils sont nerveux. Ils tâtonnent, ils savent pas où ça doit aller, ils s'énervent là où... Je pense qu'il devrait garder son calme, Mike Brown notamment. Et vraiment, je reprends mon parallèle, quoi. C'est des enfants qui sont nerveux parce que papa, maman arrêtent pas de gueuler, quoi. Ça, c'est clair et net, quoi. Mike Brown clair et net. Et là, c'est au coaching staff de se remettre aussi en question. Mike Brown et ses assistants. Tout le monde. J'aimerais bien aussi, je croise les doigts, que des garçons capables comme DeMar DeRozan réalisent aussi, lui fait son travail, mais que tu me dis, mais je pense que cette franchise est la franchise de De'Aaron Fox, avec tout le respect que j'ai pour Domantas Sabonis. Ouais, je pense, ouais. Voilà, on est d'accord. Ouais. Je pense qu'un garçon comme DeMar DeRozan doit être aussi celui qui est capable de dire, bon les gars, par contre là maintenant, moi oui, je peux aider, je peux mettre mes mini-range, etc. Mais c'est à toi, tiens, prends les clés, vas-y, fais le truc, quoi. Vas-y mon gars, c'est à toi. Peut-être qu'il a juste besoin de ce push-là, vu qu'il est nerveux, comme tu le dis. Donc il y a des garçons qui peuvent être nerveux là-dessus, à l'idée de passer ce cap. Se poser des questions pour Booker, par rapport à KD ou d'autres garçons comme ça, on s'est dit, qui est le trompe-pas. Ouais. Ça sent pas bon quand même. Non, et
ce que j'adore avec cette ambiance festive de Noël, cette odeur de bûche, de cadeaux, c'est qu'entre maintenant et le 1er janvier... Il y a quelques petits matchs. Hein, le calendrier est intéressant. Et j'ai même le plus beau des cadeaux de Noël pour les Kings. C'est qu'entre maintenant et le 1er janvier, il y a 3 matchs face aux Lakers. Ouais. 2 à la maison, 1 là-bas. Et il y a aussi Houston. Ah mais ensuite, il y a Memphis. Il y a Indiana, mon gars. Indiana, faut prendre. Indiana, c'est le Haliburton Sabonis game. Hein. Ouais. Bah, ils sont en grosse forme, hein, les deux. Les deux, ils ont. Sabonis, pareil, individuellement, il envoie du sale. C'est pas comme Haliburton. Non mais, c'est vrai ou pas? Mais t'as, dans l'ordre, Houston, à Memphis, à San Antonio, Utah, 2 fois Los Angeles, Indiana, Détroit, à Los Angeles et contre Dallas. Et joyeux Noël contre Dallas. Ouais, bonne année contre Dallas. Je répète pour les gens qui donc ont pas entendu à la fin au fond de la classe, Houston ce soir. Donc généralement soit cœur soit anti-cœur, ça on va voir. L'une des, si ce n'est l'équipe la plus en forme de la ligue en ce moment. La meilleure équipe de l'Ouest c'est Houston. En ce moment c'est la meilleure équipe de l'Ouest je pense avec Oklahoma City, ouais. Tu reçois les Rockets, bon ok. Tu vas à Memphis, qui a récupéré Jack, qui a tabassé 2-3 personnes en route, très très bien. Tu vas à San Antonio. En ce moment ils sont en forme les Vipers. Ouais. Utah normalement ça va. Ils sont en forme et ils ont des points forts qui te saoulent. Mais de ouf. Ils ont quelques shooters, ils ont un grand pivot mobile. Enfin, c'est vraiment des points qui te saoulent à mort. Le fameux double Lakers, 19 et 21 décembre, au Golden One Center. Ça, c'est beau. Avant de recevoir Tyrese Haliburton à domicile, puis les Pistons. Exactement, Kate Cunningham. Et après, tu vas chez les Lakers avant de recevoir Luka Doncic. Putain, c'est pas si simple comme planning, non, hein. C'est un petit planning serré ça. Hein. Et c'est l'Ouest, c'est impardonnable. C'est impardonnable. C'est vraiment impardonnable parce que en plus les défaites dont tu as parlé là tout à l'heure et dont on parlait là, Clippers, bon, peut-être un peu importante quand même, mais Clippers, Thunder, etc. C'est des franchises où le 13 avril on va commencer à faire des calculs. Ah merde, pourquoi est-ce qu'on a perdu ce match comme des cons aussi en octobre et en novembre? Parce que maintenant on est dans un tiebreaker qui fait qu'on peut pas finir à la place à laquelle on voulait. Ouais. Là, il y a 10 matchs, là, les matchs qu'on a cités, là, de Houston à Dallas, là, ça fait 10 matchs. Pour toi, ils vont faire quoi à peu près les Kings? Mid, DeRozan, 5-5. Et toi? Moi, je pense que 5-5, ce serait pas mal. Bah, je leur souhaite, hein. Tu donnes combien? C'est moche. Parce que je sais pas s'ils sont capables de battre Houston et Memphis en ce moment. Ils sont capables, en fait, sur le papier. 8 des 10 matchs sont à domicile, pour préciser. 8 des 10 matchs sont à domicile, tout à fait, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 7 face à des équipes qui ont un meilleur bilan. Bien sûr. Donc, toi, tu attention aussi quand même. Attends, Détroit, ils ont un moins bon bilan quand même que... Tu l'as dit tout à l'heure. J'ai dit Pistons, tu m'as dit hop. Ah oui, non, t'as raison, ils ont un moins bon bilan. Ouais, mais c'est kiff. Hein. Moi, je dis que ça en gagne 4 sur les 10. Mais je pense que c'est moyen d'en gagner 2 contre Los Angeles par contre. Est-ce que tu changes le 5 majeur? Ça c'est important. Je mets Keon Ellis, ouais. Keon Ellis, De'Aaron Fox, Keon Ellis, DeMar DeRozan, Keegan Murray, Domantas Sabonis. Je garde Malik Monk en 6e homme parce que c'est quoi le reste du banc? Isaac Jones, Trey Lyles. Trey Lyles est blessé pour 3-4 semaines. Il est blessé en plus? Ouais, non. Ça, je pense que ça serait quand même pas superflu que Raphaël Stone il se sorte les doigts et qu'il essaye de ramener Monty McNair par contre par Raphaël Stone. Parce qu'on parlait des Rockets, parce que c'est un chauve qui prend les décisions. C'est parce que voilà, exactement. Que Monty McNair il se sorte les doigts et qu'il nous trouve quand même à l'intérieur de plus là-haut. Non? Ça ferait du bien quand même. Hein. J'entends. J'avoue que c'est le point B ou C de ce qui me rend le plus ouf. Ah oui, non. C'est pas que ça me rend ouf. Je pense que ça pourrait juste faire du bien, quoi. Voilà. Ça serait genre... Il y a moyen. On dit que Huerter, peut-être faut pas le garder. Bah vas-y, allons-y, essaye de trade Huerter. Voyons ce que ça répond. Peut-être tu vas pas gagner le trade d'un point de vue intrinsèque, mais peut-être par contre tu vas avoir un intérieur de plus dans ta rotation. En fait, ça va te servir. Dites-nous les fans des Kings ce que vous pensez de tout ça. Putain, c'est pas glorieux. Hein. Non. Alors oui, c'est peut-être un peu dur par rapport au bilan et tout, mais franchement... Bah dites-nous ce que vous en pensez, tiens. Ouais. On va voir si on abuse un petit peu ou sinon en fait il y a moyen d'être inquiet. Moi je pose ma take. Je pense que si ça ne se règle pas sur les 5-6 prochains matchs, on va avoir des grosses breaking news. Ouais, attends, détail. Non, tu te débrouilles.
Oh, attention, les gars, attention, il va y avoir des grosses infos. Non, tu rigoles, t'es pas sérieux. Tu sais quoi, je ferai le premier Les Cafés de la saison sur les Kings. Ce sera pour mi-décembre. Tu veux dire Mike Brown va se faire virer? Vous verrez. Tu veux dire que quoi, ils vont foutre quoi, Sabonis sur le marché des transferts? C'est quoi la take? Parce que si c'est pour me dire ils vont trader Werther, bon. Non, ça va. Non, je pense que ça peut être un peu plus panic move que ça. Donc Mike Brown. Je sais pas. Moi, je pense que Mike Brown, j'assume ça, vraiment. Je pense vraiment que Mike Brown, son siège, il est bien plus chaud que ce que la situation ne peut laisser paraître et son contrat. Moi, je me demande si attention avec Vivek. Ouais. Vivek, il a plein d'argent. Tout à fait, je dis juste. Et si vraiment demain, il faut que ça parte, il est capable. Je me demande si entre Vivek et Mike Brown, il n'y a pas McNair et qu'il y a un moment où on se pose la question qui a le siège le plus chaud entre McNair et Mike Brown. Moi, je pense que le coach dégage d'abord. Tout le monde, sinon tout le monde. C'est pour ça que je dis attention les breaking news. Dites-nous la Kings Nation et courage évidemment avec tous les copains de Sacramento. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Et ciao.